Lors du chapitre 5, nous allons aborder le sujet des lois et les politiques d'immigration au Canada qui servent à déterminer quels individus sont admissibles à venir vivre et travailler au Canada. De nombreuses raisons poussent les gens à immigrer au Canada. La qualité de vie que nous jouissons ici en est une. Par ailleurs, le Canada offre aussi l'asile, ce qui veut dire la protection, à de nombreux réfugiés que la guerre ou d'autres situations ont forcé à quitter leur pays. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. C'est quoi le droit d'asile? L'asile est un refuge, un lieu où l'on est protégé des dangers. Le droit d'asile permet à ceux qui sont en danger dans leur pays de se réfugier dans des pays où ils seront en sécurité. Ce droit est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 à l'article 14. Mais tous ceux qui fuient leur pays obtiennent-ils le droit d'asile dans un autre pays? Chaque pays a ses règles et obtenir ce droit est plus ou moins difficile selon les pays. Pour la personne qui demande l'asile, c'est souvent un long parcours. En France, il faut d'abord déposer un dossier à la préfecture et prouver qu'on est menacé dans son pays, parce qu'il est en guerre, parce qu'on y est persécuté pour ses idées politiques, sa religion. Une demande peut mettre des mois, voire des années à être acceptée. Et au final, moins d'une personne sur 4 obtient le droit d'asile. Des associations sont là pour aider le demandeur dans ses démarches, surtout s'il ne parle pas français. Une fois le droit d'asile accordé, on obtient le statut de réfugié et une carte de résident en France pour 10 ans. Cette carte est renouvelée à certaines conditions pour 10 ans supplémentaires, même si le pays n'est plus en guerre. Cela permet de travailler. C'est très important pour vivre et s'intégrer dans un nouveau pays. Ces derniers mois, des milliers de personnes cherchent à se réfugier en Europe, notamment des Syriens qui fuient leur pays en guerre. Le Canada a une longue tradition en tant que terre d'accueil. Mais qu'est-ce qu'ils font? Papa aurait dû arriver il y a 3 heures. Mais ils l'ont pris, c'est sûr! Les chasseurs d'esclaves ont dû l'attraper, je suis persuadée qu'il est mort, j'en Non, suis je te dis sûre. qu'il a bel et bien passé la frontière. Nous savons tous ce que nous faisons. C'est notre père, il sera bientôt là. Calme-toi, allons prier. Plus de prière! Elisa! Prière! Elisa! Entre 1840 et 1860, plus de 30 000 esclaves américains ont trouvé la liberté au Canada, grâce à un réseau secret appelé le chemin de fer clandestin. Élise! Papa! Nous sommes libres! Nous sommes au Canada! La politique d'immigration constitue le volet le plus explicite de la politique d'un gouvernement en matière de population. D'un État démocratique comme le Canada, l'immigration, soit l'ensemble des migrants qui entrent au pays, représente la forme la plus commune de réglementation de la population. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. C'est quoi un migrant? Un migrant, c'est une personne qui quitte son pays pour aller vivre ailleurs, dans un autre pays. Souvent, il part chercher du travail, car il n'y en a pas dans son pays. Souvent également, les migrants fuient un danger. Leur pays connaît un conflit, comme c'est le cas dans les territoires palestiniens. Ou bien ils partent pour fuir un dirigeant autoritaire, comme en Syrie par exemple. Leur départ peut être aussi la conséquence d'une catastrophe naturelle, lorsque des inondations, un typhon ou un séisme a ravagé leur lieu de vie. Mais les migrants sont-ils toujours des personnes qui fuient une situation douloureuse? En fait, pas toujours. Beaucoup partent aussi pour rejoindre un membre de leur famille, déjà installé dans le pays. Ils choisissent de partir pour améliorer leur vie, avoir un meilleur salaire, plus de confort, ou parce que leur métier le nécessite. Mais les migrants dont on parle aux infos sont souvent ceux qui n'ont plus d'autre choix que de partir. Beaucoup viennent de pays d'Afrique ou du Moyen-Orient. Ils traversent la mer Méditerranée pour rejoindre l'Europe.
Ces migrants sont parfois des centaines entassés sur de petites embarcations où ils risquent leur vie. Ils sont aussi la proie des passeurs, ces personnes qu'ils paient très cher pour les aider à traverser et qui profitent parfois de leur situation désespérée. Pour ceux qui réussissent à débarquer en Europe, c'est souvent le début d'un long parcours pour reconstruire leur vie. Depuis la Confédération, on adapte la politique d'immigration dans une optique de croissance de la population, de peuplement des terres et de mise à disposition de capital financier et de main-d'œuvre pour l'économie nationale. La politique d'immigration, généralement, permet de brosser un tableau assez précis des attitudes raciales ou des préoccupations courantes en matière de sécurité nationale. Dans le chapitre 5, nous allons parler du concept de démographie. Que signifie le mot démographie? En décomposant le mot en deux, premièrement démo et ensuite graphie, nous allons connaître l'origine du mot et son sens. Premièrement, démos signifie peuple en grec et le suffixe graphie correspond à la forme d'un nom correspondant à une notion d'écriture, de dessin ou d'image. Donc, la démographie, c'est l'étude quantitative des populations et de leur dynamique à partir des caractéristiques comme la natalité, la fécondité, la mortalité, la nuptialité et la migration. La tâche des démographes, ceux qui étudient la démographie, les populations, consiste à analyser les variations de ces phénomènes dans le temps et dans l'espace en fonction des milieux socio-économiques et culturels. Qu'est-ce que la démographie? La démographie, c'est l'étude statistique des populations humaines et de leurs mouvements. En 1870, au lendemain de la Confédération, la population totale du Canada s'élève à 3,6 millions de personnes. En plus des peuples autochtones, représentant environ 102 000 personnes en 1870, les deux groupes les plus importants sont les Français, environ 1 million de personnes, et les Britanniques, environ 2,1 millions de personnes. Avec une population aussi petite et de vastes étendues de territoires inhabités, l'immigration est perçue dans les décennies qui suivent la Confédération comme une manière cruciale d'élargir le pays et son économie. Au cours des 150 années suivantes, la population du Canada est décuplée, passant à plus de 35 millions en 2016. On attribue en grande partie cette augmentation à l'immigration. Au cours des dernières décennies, alors que le taux de natalité était en chute au Canada, l'immigration, elle, a représenté une grande partie de la croissance de la population. Des 6 millions d'habitants qui s'ajoutent à la population canadienne entre 1996 et 2016, les 2 tiers, soit 4 millions de personnes, sont des immigrants. Explique-moi l'écho. Qu'est-ce que la démographie? La démographie, c'est l'étude statistique des populations humaines et de leurs mouvements. En 2014, la population de La Réunion s'élève à 843 000 habitants. En 60 ans, cette population a doublé. Quel facteur explique l'évolution de la population d'un territoire comme La Réunion? L'évolution de la population sur une période donnée peut se décomposer en 2 éléments distincts, le solde naturel et le solde migratoire. Qu'est-ce que le solde naturel? Le solde naturel, c'est la différence entre le nombre de naissances et de décès. Ces informations sont issues des données de l'état civil enregistrées par les communes.
À La Réunion, le solde naturel est le moteur de la croissance démographique. Comme au niveau national, les naissances sont en effet toujours plus nombreuses que les décès. On enregistre ainsi, en moyenne, 14 000 naissances par an contre 4 500 décès, soit un solde positif de 9 à 10 000 personnes. Qu'est-ce que le solde migratoire? Le solde migratoire, c'est la différence entre les arrivées et les départs d'habitants sur un territoire. À La Réunion, ce solde est négatif depuis quelques années, c'est-à-dire que les arrivées sont moins nombreuses que les départs d'habitants, à cause notamment des départs des jeunes, pour leurs études ou pour le travail. Comment mesure-t-on l'espérance de vie? Pour synthétiser les conditions de mortalité une année donnée sur un territoire, on calcule l'espérance de vie, qui représente la durée de vie moyenne d'une population fictive qui vivrait toute son existence, compte tenu des taux de mortalité par tranche d'âge observés. Cet indicateur permet de faire des projections de population et d'évaluer les conditions sanitaires et de développement d'un territoire. En 2014, à La Réunion, l'espérance de vie s'élevait à 77 ans pour les hommes et à 84 ans pour les femmes. C'est 2 ans de moins qu'en métropole. Cet écart s'est réduit de 14 ans depuis 60 ans, grâce notamment au progrès en matière d'hygiène et de santé et à la mise en place d'infrastructures sanitaires. Aujourd'hui, les causes de mortalité à La Réunion sont similaires à celles des pays développés, comme par exemple le cancer ou les maladies cardiovasculaires. Comment mesure-t-on la fécondité? L'indicateur conjoncturel de fécondité permet de mesurer le nombre moyen d'enfants que des femmes mettraient au monde dans leur vie si les conditions de natalité observées l'année considérée à chaque âge demeuraient inchangées. En 2014, à La Réunion, le nombre moyen d'enfants par femme s'élève à 2,45, soit un chiffre nettement supérieur à celui de la métropole, où il s'élève à 1,98 enfants par femme. Toutefois, ce chiffre a beaucoup diminué à La Réunion, passant de 7 enfants par femme en 1964 à 2,4 depuis le début des années 90. Il reste stable depuis cette période. Comment interpréter une pyramide des âges? Une pyramide des âges, c'est une représentation graphique qui permet de visualiser la structure par sexe et âge d'une population sur un territoire. À Mayotte ou à Madagascar, on observe une forme pyramidale, typique des territoires jeunes avec une forte natalité et peu de personnes âgées. En France, la répartition relativement équilibrée de la population selon les âges donne une forme cylindrique à la pyramide. Quant à la pyramide en forme de toupie, elle est typique des pays caractérisés par une baisse de la natalité et un vieillissement accéléré, comme en Italie. À La Réunion, la pyramide des âges est marquée par une base large du fait de la fécondité élevée, un déficit de 20 à 35 ans dû aux émigrations des jeunes, un pic entre 40 et 60 ans dû aux générations de baby-boom et aux immigrations d'actifs de métropole. Un sommet fin, car l'on rencontre encore peu de personnes âgées. D'ici 2040, en lien avec le vieillissement, la pyramide des âges de La Réunion devrait devenir cylindrique, à l'image de celle de la métropole d'aujourd'hui.